Eh ben, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Pupitre. Je suis Romain Chollet, tech recruteur chez GetPro et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Élise Moron qui va très rapidement se présenter. Bonjour Élise. Bonjour Romain, merci de me recevoir, c'est très sympa. Alors, si je me présente, si je te le fais en mode elevator pitch, à Paris, sachant qu'on a des immeubles qui font 4-5 étages, on a 3 secondes pour se présenter, donc je te le C'est fais en ça, une phrase. 3 secondes. Bonjour, je suis T-Shape recruteur. Sauf que quand je dis ça, généralement, les gens ne comprennent pas. Donc soit on me prend pour un témoin de Jéhovah, soit on me prend pour quelqu'un qui démarche pour un régime minceur, parce que T-Shape, ça fait un peu Weight Watcher. Donc là, je vais te dire, j'appuie sur l'ascenseur, histoire qu'on soit en panne, bloqué pendant 3 heures, et que je puisse te dérouler. Moi, ma vie, mon œuvre, tout le monde s'en fout, mais il faut faire passer le temps parce qu'on est coincé. Et Exactement. toi, ici, avec moi. Donc, qui suis-je 32 ans, Élise, capillairement intelligente parce que blonde. Des débuts assez chaotiques parce que j'ai fait un bac S mention très bien. Alors, j'ai ma propre définition de chaotique. Et du coup, bac S mention très bien, il fallait faire les prépas. Sauf que clairement, moi, 2 ans de prépa, ça m'inspirait pas grand-chose. Et en fait, au cours d'un dîner avec le meilleur ami de mon père, qui est un avocat en cour d'assises, un grand pénaliste, hyper grandiloquent, il a un petit côté Jacques Vergès, le type quand il parle, tout le monde se tait en fait d'admiration. Et moi je me dis, ok, c'est ça que je vais faire. Donc je vais faire du droit et puis je reviendrai dans les écoles de commerce par un moyen ou un autre avec, tu sais, tout ce qui est passerelle, le sésame et compagnie. Et puis ça fera plaisir à mon père. Et du coup, je me dis, voilà, le juridique et l'économique étant intimement liés, c'est hyper cohérent. Et du coup, je vais voir mon père et je lui dis, bon, eh ben, je fais pas les prépas et je vais aller à la fac. Donc Ok. là, typiquement, il est pas hyper content, il saute pas de joie, et il prend du Xanax, il se détend. Et il me dit, ok Élise, mais dans ces cas-là, tu vas à SAS. Alors moi, je lui dis, oui, très bien, si tu veux. Donc je fais spécialité droit des affaires parce que tout le monde te dit ah, c'est vachement bien, c'est hyper élitiste. Je fais un magistère, je fais des diplômes à l'étranger, je vais à Londres. Et puis, quand même, de fil en aiguille, bah, il se passe 8 ans. Donc c'est long, le fil il est super long. Et je me réveille avocate et je me dis, ok, en fait, c'est à quel moment je devais revenir, tu vois, vers l'école de commerce. En fait, j'y suis jamais revenue. J'ai toujours dit, bah, je le ferai plus tard, je vais me rajouter tel diplôme, tel diplôme. Et puis, bah, je me rends compte tout simplement que entre la théorie et le pratique, dans le job d'avocat, il y a un gap énorme. Moi, je m'étais spécialisée en titrisation, produits dérivés, c'est le truc un peu Effectivement, très subprime, tu financier, vois, tout voilà. ça. Ouais. Donc c'est moins fun que Leonardo dans Le Loup de Wall Street, c'est clair. Et surtout, en fait, tu ne plaides pas. Ok, Et donc, ce pourquoi je voulais faire ce métier, en fait, n'était plus une réalité. d'accord. Donc là, gros coup dur. Donc quand je te dis un peu chaotique, je remets tout à plat et je tombe dans l'univers des startups. J'en rejoins une où je fais à la fois du sales, du marketing, de l'opération, de la stratégie, du produit. Je trouve ça génial. J'adore tout ce que je fais. Sauf qu'on me dit, bah, faut choisir, en fait, tu peux pas tout faire en soi. Et je refusais de choisir parce que je suis curieuse de tout et je sais que si je choisissais au bout d'un certain moment, je serais dans une routine et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, la routine. Donc, j'ai découvert ce métier qui permet de tous les choisir en même temps, qui est le métier de chasseur de tête. Et du coup, je rejoins, bim, un cabinet de chasse de tête dans les startups spécialisées. Je fais de la chasse de C-level, principalement. J'adore ça, sauf qu'il y a un truc qui cloche au quotidien, c'est que j'entends et chez les clients et chez mes collègues et mes pairs, mes confrères, que le recrutement, c'est du gut feeling. Qu'est-ce que tu appelles le gut feeling alors, du coup? Alors, c'est la fameuse intuition, tu sais. Oui, C'est, ah oui, ce candidat, je le sens bien. le recrutement au doigt levé. C'est Voilà, ça, c'est ok. ça. Ah, le vent est par là. Bon, bah c'est bon, on le prend. Ah non, aujourd'hui, j'étais pas de bonne humeur. Du coup, on va pas le prendre. Non, mais très clairement, j'en rigole, mais c'est un fléau, pour le coup. Moi, cartésienne en chef, le gut feeling, pour moi, c'est des biais cognitifs. Donc, c'est source, mais d'erreurs dingues. Et surtout, c'est source de recrutement qui est complètement discriminant. Puisque du coup, tu vas pas faire un assessment, une évaluation des candidats de la même manière. Parce que justement, tu es bombardé par ces billets, parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'il était aussi fan de photographie comme toi, et que du coup, bah, tu es plus enclin à Ouais. avoir un a priori positif, et inversement. Donc je me suis dit, donc ça m'a mis 4 ans quand même, mais je me suis dit, ok, il faut que je crée quelque chose qui supporte cette vision un peu cartésienne du recrutement. Et du coup, je crée Willow.
qui a cette approche plus scientifique, plus rationnelle, et qui va utiliser toutes les petites techniques aujourd'hui qui sont utilisées en sales, en marketing, en psychologie, en growth, en data, pour attirer, convertir, retenir des clients, et bah appliquer toutes ces techniques au recrutement. Et là, les gens, à chaque fois, me disent « Oui, mais merci Elise, on le sait déjà, tu vois. » Alors oui, vous le savez, mais est-ce que vous vous donnez les moyens de faire de l'inbound marketing, de faire des campagnes de nurturing pour vos talent pools, vos visiers de talent? Est-ce que vous mettez en place un NPS candidat? Et en fait, y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, effectivement, on le fait pas. » Donc en gros, l'idée, c'est de dire « Ok, le but, c'est d'avoir une formation dédiée à des recruteurs et des chasseurs avertis pour monter en compétence sur ces différents sujets et utiliser toutes ces techniques pour avoir plus d'efficacité dans le recrutement. » Donc Willow, c'est ça, c'est la chasse de tête dénuée de gut feeling et beaucoup plus efficace, et avec une formation dédiée aux recruteurs et chasseurs avertis. Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Elise. Alors, Ouais, je te- 32 ans, on a l'impression déjà que tu as 1000 vies. Non. Et aujourd'hui, donc, tu es dans le recrutement, tu es une experte RH, si je puis dire. Et ça tombe bien, puisque nous, le Pupitre, l'idée, c'est justement de pouvoir traiter des sujets RH de demain. On l'a vu, Ouais, il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années. complètement. Justement, avant, la fonction RH était vue comme une fonction support. Pourquoi, d'après toi? Moi, je trouve que, effectivement, on n'a pas suffisamment donné, beaucoup de valeur à la fonction RH, et d'ailleurs même dans le mot fonction support, étymologiquement, il y a un truc qui me chiffonne. Fonction support, le support, c'est subir quelque chose de la part d'autrui, sans, protester ou sans intervenir. Donc déjà, tu sens que tu es pas hyper proactif dans l'histoire Effectivement. et que c'est pas toi le décisionnaire, tu vois? Alors, RH, c'est support de quoi? Je pense que c'est le support, de la stratégie et du business. Sauf que, en tout cas dans mon expérience, je vois beaucoup que le RH est, un peu le parent pauvre de la stratégie du business, parce que pas souvent, mis à la table des Mhm. décisionnaires, et puis le recrutement, c'est encore plus le parent pauvre du, RH. Donc clairement, on est plus, à la base dans des postures un peu d'exécutants, et pas de décisionnaire stratégique pour les leviers de croissance. Donc je pense qu'il y a effectivement une nécessité de changer de posture pour avoir une posture moins passive et beaucoup plus active. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a un marché qui a énormément changé, tu l'as Mhm. dit, hein, mais il est devenu beaucoup plus compétitif. On a un marché qui est devenu 100% digital. On a des talents qui sont de plus en plus passifs, pour le coup, il faut aller les chercher, et de plus en plus aussi volatile, parce que plus il y a d'offres, clairement, bah, les gens vont aller à droite et à gauche, et parfois ils ont 5 offres sur la table. Donc c'est clair que c'est un marché aussi pénurique. Donc il y a une nécessité, on va dire, de changer de posture, et en fait, il y a une inversion de l'offre et la demande, donc une inversion des pouvoirs. Et donc les employeurs ont cette nécessité d'être dans une logique plutôt de séduction vis-à-vis des talents, et d'offrir aussi une sorte de Mhm. candidate experience, une expérience de candidat qui soit la plus choyée possible, la plus agréable, parce que sinon, bonjour la réputation, ça peut se faire et se défaire très très rapidement. Donc voilà, en soi, je pense qu'il y a une prise de conscience des dirigeants qui est de plus en plus présente, que les dirigeants sont en demande beaucoup plus vis-à-vis des RH et des recruteurs, ça c'est top, mais ce serait bien qu'ils leur donnent aussi les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire donner les outils, les formations nécessaires pour être beaucoup plus efficace sur le marché. Ok, très très clair. Et alors c'est très intéressant parce que tu soulèves le fait que le marché est en perpétuelle évolution. Ouais, Comme on le disait encore au début, la fonction RH, la fonction recruteur a énormément évolué ces dernières années. On passe vraiment, comme on le disait, d'une fonction support à une fonction très stratégique complètement. au sein des organisations. Donc cet écosystème, il est en perpétuelle évolution. Est-ce que ça veut dire aussi que on va recruter des profils qui sont différents? Je te donne un exemple. Ouais. On disait avant qu'il fallait rentrer dans des cases, qu'il fallait avoir fait telle école de commerce ou école d'ingénieur ou telle Exactement. université, qu'il fallait absolument avoir un CDI, qu'il fallait absolument être passé par telle typologie d'entreprise pour pouvoir évoluer dans sa carrière. Mm. Aujourd'hui, est-ce qu'on est justement en train d'un peu changer la donne, de recruter plutôt soit des spécialistes, soit des généralistes? Est-ce qu'on est à la recherche plutôt de gens qui rentrent toujours dans les cases ou qui sortent des cases à l'inverse? Euh, c'est une très bonne question. Je vais, si tu es d'accord, on va Bien imaginer une sûr. situation. Allez, Ok, imaginons. tu es recruteur, tu postes une annonce, tu as pas mal de candidats qui affluent, d'accord? Tu as une personne, on va dire une personne A, qu'on va nommer la Mhm. personne A, qui vient du top 3 des meilleures écoles de commerce, qui a un super CV,
qui a des expériences canonissimes. En bref, tout est parfait. C'est le candidat parfait. Et puis, tu as la personne B qui vient d'une école qui n'est pas dans les classements, qui a eu besoin de faire pas mal de petits jobs pour financer ses études, qui a des expériences qui sont bonnes, mais parfois il y a des gaps entre temps, et puis c'est pas forcément les super expériences que tu pourrais demander. Mais par contre, à qualification égale, c'est-à-dire que les deux peuvent faire le job, d'accord? À qualification égale, qui tu prends? Alors, si je me mets dans la situation de monsieur, madame tout le monde qui vont recruter, effectivement, je vais prendre celui qui a fait la meilleure école. Maintenant, si tu me poses la question à moi à titre personnel, évidemment, j'irai plutôt vers le second choix. Mais comme je te disais, voilà, souvent les gens vont recruter ceux qui ont fait les meilleures écoles, etc. Ouais, en fait, je pense qu'il y a il y a un manque de prise de risque aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a une manière, c'est rassurant en fait de choisir le bon élève, entre guillemets, celui qui a fait les meilleures écoles et tout. Pourquoi? Parce qu'on peut se dédouaner. Si jamais on fait une erreur de recrutement, c'est pas le bon, vis-à-vis du hiring manager, en disant ouais, mais en fait, il avait fait cette super école, donc je pouvais pas savoir. Tu minimises le risque en fait en prenant celui qui a le CV parfait, parce que tu te dis bah en même temps il avait le CV parfait, on ne pouvait pas le savoir. Donc clairement, quand on choisit, moi je trouve, la personne qui dans sa vie tout a été tourné vers le succès, tout a été ingénieré vers le succès, le jour où elle se casse la figure, le jour où elle a un problème, comment elle réagit? Parce qu'en fait elle a jamais connu le fait de se heurter face à un mur. Là où tu as l'autre personne qui, elle, a dû se battre contre vents et marées, qui a dû faire plein de jobs pour financer ses études, qui a dû s'arracher et gérer parfois 3-4 jobs clairement au quotidien. C'est quelqu'un qui, du coup, est pugnace, déterminé, qui lâche rien, qui sait se débrouiller seul et qui a énormément de ressources. Donc le jour où il y a un problème sur son boulot, lui, il saura dire non mais t'inquiète, je gère. Alors que l'autre, le bon élève, sera un petit peu décontenancé, démuni, et il te dira, bah, en fait, qu'est-ce que je fais? Et il te fera peut-être perdre un peu plus de temps. Donc moi, je dis juste que c'est important, en fait, d'avoir cette vision, et c'est d'ailleurs la vision de la VP Talent de UPS, qui s'appelle Regina Hartley, et qui parle de ces deux typologies, en fait, de personne A, personne B. Elle dit, c'est des silver spoon et des scrappers. Le silver spoon, c'est la cuillère en argent. C'est le type qui, effectivement, tout lui est réussi. Il n'a pas eu besoin de travailler pour ses études et autres. Et le scrapper, bah, c'est celui qui, contre vents et marées, contre toute attente, a réussi à chaque fois à dépasser les problématiques, les obstacles durant ses études pour arriver au même niveau de qualification. Et en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que là où les gens voient chez le scrapper un manque de focus, une instabilité ou presque quasiment un manque de fiabilité parce que le CV n'est pas parfait. Moi, je vois quelqu'un effectivement qui est déterminé, qui est pugnace et qui a des ressources et il sait compter sur lui-même. Et pas forcément aller toujours compter sur les autres. Donc, faut donner la chance au scrapper pour le coup. Mais ça demande un petit exercice intellectuel, ça demande aussi d'aller un peu plus loin que le CV, et ça demande une prise de risque. Tu as des études, par exemple, qui ont été faites par McKinsey, qui expriment le fait, et qui prouvent d'ailleurs, que plus tu as des gens qui sont à peu près pareils en termes d'expérience, compétences et background social et culturel, moins tu as de créativité, moins tu as d'innovation. Et du coup, moins tu as de productivité. Donc, in fine, la diversité dans le recrutement, c'est aussi un levier de croissance business, pour le coup. Et ça, c'est un petit peu oublié souvent, hein, des recruteurs, par exemple, enfin des clients avec qui parfois je peux travailler. Mais j'essaye à ma petite échelle de faire changer parfois quelques mentalités ou quelques préjugés, en fait. C'est plutôt des préjugés. Mais toujours est-il qu'effectivement, le diplôme en tant que tel, pour moi, c'est pas synonyme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence, celle de savoir emmagasiner très rapidement des choses et puis savoir les ressortir de manière structurée, hiérarchisée. Donc il y a plein d'autres formes d'intelligence, il y a des intelligences relationnelles, émotionnelles, en communication. Et clairement, tu peux être surdiplômé, être quelqu'un d'imbuvable. Pour le coup. Et même nul aussi. Et même nul, voilà. oui. Donc clairement, je pense que le fait d'aller recruter sur des diplômes, c'est à la fois une manière de minimiser cette prise de risque, et puis de se dédouaner si jamais on fait une erreur. Et je pense qu'il y a aussi cette problématique qu'on ne sait pas aujourd'hui mesurer le potentiel de quelqu'un. Donc on sait que ce serait bien, effectivement, de recruter sur le potentiel. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de formule magique et on ne sait pas véritablement comment on le qualifie, comment on le mesure, ce potentiel. Or, il y a plein d'études qui sont sorties. Il y a LinkedIn qui a fait une énorme évaluation, une énorme étude auprès de des milliers de managers, et ils ont demandé justement qui vous avez identifié en fait en tant que super potentiel. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 6 compétences
communes de base à tous ces high potential, entre guillemets, que sont le leadership, l'adaptabilité, le culture add. Alors culture add, c'est plus que le culture fit, c'est-à-dire que tu partages les mêmes valeurs, mais tu apportes une forme de pensée différente et une forme d'expérience différente qui va bénéficier à la société. Donc j'ai dit leadership, adaptabilité, culture add, collaboration. Ça paraît tout simple, mais en fait, c'est quand tu n'as pas de collaboration que tu te rends compte à quel point c'est primordial. Et la capacité à grandir aussi, avec le poste, avec les responsabilités. Comme ça évite à chaque fois de devoir recruter quelqu'un qui a le poste. Si quelqu'un sait grandir avec, c'est tout bénef, entre guillemets. Et la priorisation. Parce qu'effectivement, si tu ne sais pas trop prioriser les tâches, pour le coup, ça peut être délétère pour le business. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 6 compétences qu'on peut venir évaluer durant un entretien pour comprendre le potentiel de quelqu'un. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un aveu un peu d'incompétence de certains recruteurs que de vouloir recruter sur le diplôme. C'est parce qu'aujourd'hui, ils n'osent pas ou ils ne savent pas recruter sur le potentiel. Et moi, je pousse véritablement sur le fait que c'est important, effectivement, d'aller chercher des gens qui sortent des cases, aller chercher des gens sur du potentiel, parce que vous verrez que vous trouverez des gens absolument fantastiques. Ah, évidemment, et là je te rejoins entièrement pour le coup. Et même, en fait, finalement, il y a une vraie éducation à faire déjà auprès des recruteurs pour que nous, on soit aussi au fait des nouvelles méthodologies de recrutement, justement d'aller recruter au potentiel, par exemple, comme tu l'expliquais. Ouais. Et puis après, aussi éduquer finalement les hiring managers, Complètement. les founders de start-up quand tu ne travailles qu'avec les founders. Ouais. Pour qu'on aille dans cette dynamique et arrêter de se focaliser exclusivement sur le diplôme. Mais alors là, on pourrait même en parler pendant des heures et se dire, alors à quoi servent les diplômes finalement si on va dans cette tendance de ne recruter que sur du potentiel, que sur des compétences personnelles, donc les soft skills, plus un peu aussi de hard skills que tu peux développer au travers de ton poste. Finalement, le diplôme, à un moment donné, ce qui ne va pas devenir obsolète, ça pourra faire l'objet d'une prochaine discussion, podcast, effectivement, avec grand plaisir, Élise. Et même d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, donc la VP Talent de chez UPS qui t'expliquait, qui expliquait la distinction entre scrapper et silver. Alors moi, je me souviens d'une interview je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de la personne. C'est un professeur d'Harvard en français qui posait la question une fois en amphi devant tous ses étudiants. Il disait: savez-vous pourquoi aujourd'hui toutes les plus grandes boîtes des États-Unis veulent vous recruter? Et tous les étudiants répondaient: parce qu'on vient d'Harvard, on fait la meilleure école de la meilleure business school au monde, forcément à Harvard on y va, quoi. C'est comme si tu posais la question à des gens d'HEC, ils vont te dire on vient d'HEC. Et en fait il leur a dit non, pas du tout les amis. Aujourd'hui si vous voulez faire des choses extraordinaires, c'est pas Harvard qui va vous l'apporter. Vous aujourd'hui si on veut vous recruter en entreprise, parce que vous venez d'Harvard, c'est parce qu'en fait, vous allez rentrer dans des cases. Ouais, vous êtes formaté. Voilà, vous êtes formaté à faire ce qu'on vous demande et vous allez bien le faire, mais vous sortirez jamais de ces cases. Complètement. Voilà. Donc du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais et je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Justement, tu vois, on parle de recrutement au potentiel. On parle de sortir des cases, de trouver des personnes qui sortent un petit peu du lot, qui vont pouvoir apporter des choses supplémentaires au sein des entreprises. C'est quoi un peu le recruteur de demain? Excellente question. Bon, on est entre nous, on peut parler franchement. Mais bien sûr. Personne ne nous écoute. Non, personne. Bon, ça va alors. En gros, moi, il y a un truc qui me rend dingue, et je vais le dire. Non, c'est que aujourd'hui, on a des BU marketing et sales hyper spécialisés, et chez les recruteurs, pas du tout. Alors, je m'explique. En gros, quand tu vas dans une startup, par exemple, sur le marketing, tu as un expert SEO, tu as un head of traffic, tu as un head of content, tu as un gros hacker, un social media manager, un UX designer. Bref, tu as vraiment beaucoup de spécialistes. Si on prend le miroir, chez les sales, pareil. Tu as des SDR, des inside sales, des pre-sales, des CAM, des sales managers. Enfin, vraiment, tu as encore beaucoup de gens très spécialisés. Et puis, si tu regardes les recruteurs, t'as que des recruteurs. C'est ça, exactement. Alors, allez, je suis sympa, dans des sociétés un peu plus grosses, un peu plus peut-être évoluées, tu as la distinction quand même entre sourceur et recruteur. Mais là, attention, c'est super exotique. Non, mais en soi, clairement, moi, je trouve ça dingue. Évidemment, c'est pas demain la veille que le CEO il va financer et une BU qui serait miroir avec beaucoup de spécialistes en recrutement, mais en soi, on aurait besoin d'un talent marketer qui va faire justement tout ce qui est marque employeur, mais aussi l'inbound marketing, qui va faire des campagnes de nurturing pour les viviers de talents, qui va mettre en place un NPS candidat. Tu aurais besoin d'un talent data analyst aussi qui va venir prendre des insights à partir de la data du CRM, mais qui ne serait pas le Customer Relationship Management, mais Candidate Relationship Management. Tu as besoin d'un talent growth hacker, d'un talent bias officer pour justement faire des mini-formations à hiring manager
recruter en fait efficacement, parce qu'en fait c'est pas leur métier les hiring managers de recruter. Et je pense pas qu'ils sont au fait justement de toutes les techniques en soi pour recruter, et ce qui est normal parce que c'est encore une fois pas leur métier, mais du coup il y a une nécessité justement de les former à minima. Du coup je pense que clairement c'est pas demain la veille qu'on aura ça, hein. En tout cas aux États-Unis ils sont déjà très bien avancés là-dessus. Aujourd'hui en France c'est pas pour tout de suite. Du coup moi je propose une solution intermédiaire où en gros on va former les recruteurs à toutes ces techniques justement pour le rendre T-shape. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est effectivement un généraliste à qui on donne pas mal de compétences connexes et annexes pour devenir plus efficace en recrutement, et donc ces compétences sales, market, growth, data, psychologie, parce que pour moi, le recrutement rime avec efficacité. Alors j'enfonce des portes ouvertes, hein. Merci Captain Obvious, mais en soi, j'entends moi souvent des recruteurs qui me disent oh, tu sais Elise, le recrutement c'est compliqué, et puis c'est long, et ouais c'est dur parce que c'est de l'humain. Alors moi, très clairement, si j'entends un VP Sales qui me dit « Tu sais, Elise, c'est compliqué, c'est dur de closer des clients parce que c'est de l'humain », bah clairement, je pense qu'un CEO qui entend ça de son VP Sales, il va lui dire « Non, attends, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi les moyens que tu as mis en œuvre? C'est quoi tes outils ?» Et vis-à-vis d'un recruteur, le CEO, il va lui dire « Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est de l'humain, quoi. » Et ça, je comprends pas, tu vois. Closer, oui, c'est de l'humain pareil, mais ça veut dire... Enfin, il y a une efficacité quand même à avoir, il y a des KPIs à mettre. Par contre, malheureusement, c'est pas forcément les bons. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement d'arrêter avec ce fatalisme en fait du recrutement, que c'est compliqué parce que c'est de l'humain. Non, on peut utiliser toutes ces petites techniques, des stratégies, des outils, des moyens. Et du coup, moi, je dis à tous les dirigeants, donnez les moyens de vos ambitions aux recruteurs. Ok, donc ce T-shaped recruteur, finalement, ce que tu es un petit peu en train de Oui, commencer à nous ouais. expliquer, ça permettrait de trancher le débat entre un recruteur généraliste et un recruteur spécialisé Ouais. sur un domaine particulier. Alors, du coup, plus précisément, qu'est-ce qu'un Qu'est-ce que... T-shaped recruteur? Alors, très bonne question. Donc un T-shape recruteur, c'est quelqu'un qui est capable de mettre sa stratégie en amont, de décider en fonction de la target, du marché qui est pénurique ou pas, quelle stratégie mettre en place pour le reach vis-à-vis des candidats. Et puis ensuite, il va choisir ses outils, est-ce qu'il va automatiser ou pas. Il va enfiler son costume justement de copywriter pour écrire alors pas une job desk, mais une job ad. Ok. Parce que dans ad, il y a publicité. On est là pour faire de la pub aussi, hein, c'est le côté marketing du recrutement, pour attirer et puis séduire, tout simplement. C'est difficile de séduire avec quelque chose qui est assez basique et que tu vois un peu partout. Il va ensuite enfiler son costume de sales pour aller pitcher l'opportunité. Et vraiment, comme un sales, il va d'abord écrire son elevator pitch, c'est-à-dire le truc qui va faire que la personne, elle va jamais raccrocher. Parce que quand elle commence à t'écouter, même si elle n'était pas du tout à l'écoute du marché, et ben en fait, tu arrives à lui donner envie. Et donc, c'est cet art de la conviction, de la persuasion, de la négociation aussi qui est important. Il va aussi mettre son costume de marketeur et puis ensuite de gros hacker pour faire en sorte que justement dans le funnel d'acquisition, non pas de clients mais de candidats, et à chaque étape il va essayer d'augmenter les taux de conversion et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui convertissent pour chaque étape. Donc voilà, le T-shape c'est quelqu'un qui, enfin en tout cas le T-shape est au recrutement. Moi je dis que le couteau suisse c'est un bon pique-nique. Ok. Parce que effectivement c'est un indispensable. Le recrutement, effectivement, il a changé, on l'a dit tout à l'heure, sauf les recruteurs. Ok. On a un marché, on a dit, qui a un tout autre visage, c'est un autre paysage, mais on a les mêmes recruteurs qui utilisent les mêmes méthodes. Donc clairement, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si tu allais adresser un marché pléthorique et un marché pénurique de la même façon. Clairement, il faut mettre en place une stratégie différenciante. Évidemment. Et du coup des outils différenciants. Donc moi, je suis en tout cas, je soutiens le fait qu'effectivement, il y a une nécessité de s'adapter, de changer des outils, des méthodologies, des techniques, et puis surtout d'avoir cette adaptabilité et que l'apprentissage, en fait, il ne s'arrête pas à la sortie de l'école. On apprend en continu. Donc l'idée, c'est de se former justement à toutes ces techniques aujourd'hui qui sont à disposition. Je te donne un exemple. Quand je vois, moi, des job desks, ça donne pas envie. Je sais pas, je te dis, imagine, je suis head of traffic. En tant que head of traffic, je sais que je dois gérer l'acquisition des visiteurs sur le site via les différents canaux de communication. Merci, mais je le sais puisque c'est mon métier.
Maintenant, lire que je dois augmenter de 60% le trafic d'ici Q2 ou Q4 2022 et faire remonter de 6 rangs sur Google la boîte, bah, clairement, ok, je sais, j'ai un double objectif à la fois trafic plus SEO, je vois à quel point c'est ambitieux ou pas. Clairement, ça me donne un petit peu plus envie, tu vois. Et ça, c'est des choses assez simples, mais c'est des skills aussi de copywriting, pour savoir comment faire envie, justement, à travers l'écriture, comment vendre à travers l'écriture. Et là, on vend une opportunité, pas un produit ni un service. D'accord, donc là, si je comprends bien, en fait, de ce que tu me dis, il faut avoir vraiment ces skills sales, ces skills marketing. Donc, pour toi, les leviers, finalement, on est là-dessus. On est là-dessus, on est sur 2 leviers pour moi, à la fois un business et à la fois marketing. Business parce que pour moi, il faut arrêter avec les KPIs statiques du recrutement, à savoir les fameux que tu connais, time to hire et cost per hire. Donc en gros, le coût et le temps de recrutement. Moi, si mes clients, enfin, si j'ai des anciens clients qui entendaient ce que tu es en train de me dire, ça serait très drôle. Voilà, donc, mais effectivement, tout le monde, enfin tout le monde, la grande majorité regarde juste ces KPI-là, alors qu'il faut passer sur des KPIs qui sont dynamiques. Et pour le coup, moi, je rejoins le CEO de Smart Recruiters, qui est un ATS assez connu. Le CEO dit il y a 3 métriques de succès en recrutement, que sont le hiring budget, hiring velocity et le net hiring score. En gros, le hiring budget, c'est quel est le pourcentage de la masse salariale que tu mets en coût dans ton recrutement. Et lui, il advocate en disant ce serait bien entre 5 et 20% pour que ce soit significatif. Parce que c'est un vrai levier de croissance et un vrai levier stratégique business. Et il ne faut pas qu'on se retrouve en sous-staffing. Donc c'est important de mettre les moyens. Le deuxième truc, c'est le hiring velocity, donc c'est la vélocité du recrutement. Et pour le coup, c'est pas le time to fill, mais c'est de dire en pourcentage quel est le nombre de postes qui a été pourvu à temps. Okay. Ça te permet de savoir si tu es dans les clous ou pas d'un point de vue stratégique et plutôt macro. Et le dernier, c'est le Net Hiring Score, où en gros, c'est un NPS candidat, mais alors pas pour venir évaluer l'expérience candidat avant, mais c'est pour venir évaluer le fit et le match entre le candidat qui a été recruté et le poste pour lequel il a été recruté. Et en gros, ça se mesure comment c'est une sorte de NPS qui est envoyé et au candidat et au manager une fois qu'il est en poste, en disant sur une échelle de 1 à 10, à combien vous évaluez le fit entre votre profil et le poste. Et c'est ces 3 métriques qui sont à la fois qui apportent beaucoup plus d'insight sur ta stratégie, la manière dont tu recrutes aujourd'hui, et justement pour mettre des KPIs assez ambitieux pour le coup, et avoir davantage d'efficacité. Parce qu'en vrai, le time to fill et le cost per hire, évidemment, tu peux recruter en 2 jours quelqu'un dans les clous en termes de budget. Mais si ça se trouve, il n'est pas bon. Donc il manque le quality of hire, donc la qualité du recrutement, et ça tu l'as avec notamment ces 3 métriques. Donc ça c'est le volet vraiment business. Tu m'as dit quels sont les leviers. Je pense qu'il y a un business, et 2, il y a le côté marketing. C'est important véritablement que les recruteurs comprennent et prennent ce sujet de marketing recrutement. Aujourd'hui, oui, on parle d'inbound, d'outbound recrutement. On a besoin de mettre en place aussi des viviers de talents et savoir aussi les nurturer, faire en sorte de garder le lien avec eux, tout ce qui est marque employeur. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont de plus en plus dans l'air du temps. Et de la même manière que, tu sais, les marketeurs vont segmenter par cohorte certains clients pour leur envoyer des campagnes de nurturing, et ben, faut faire la même chose aussi avec des viviers de talents. Parce que comme on est sur un marché pénurique, ben, c'est important de garder le lien avec des talents que tu as identifiés, qui sont peut-être pas aujourd'hui à l'écoute du marché, mais le jour où ils le sont, parce que tu as tellement été en relation avec eux, ils vont penser à toi. Et c'est ça que tu cherches à... Exactement. Enfin, je fais du franglais, c'est horrible. Parfois, j'ai envie de me mettre des claques. Je suis dans le même cas. Et d'ailleurs, se pose la question de... aujourd'hui, je pense que les recruteurs se rendent compte qu'il faut avoir ce mindset un peu marketing, un peu ce mindset business de ce que tu expliquais. Donc, utiliser ces différents leviers. Selon toi, pourquoi en fait les recruteurs ne se mettent pas encore au pas par rapport à tout ça? Ah, c'est une vaste question. Pour moi, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Je pense qu'ils ne sont pas forcément déjà habitués au fait de se former de manière en continu. Pour le coup, à partir du moment où tu es recruteur, tu as toujours recruté comme ça, tu sais le fameux « mais on a toujours fait comme ça Oui. ». Alors ça, on le ressort à toutes les sauces, mais mine de rien, il y a un aspect, je sais pas, comme quoi la tradition, ça peut être un argument
Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Donc, je pense qu'il y a aussi ce sujet de être dans sa zone de confort. C'est difficile de toujours se mettre dans une position un peu à risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre par exemple un profil de scrapper, il faut aller aussi l'argumenter auprès du hiring manager, auprès du CEO. Et si eux n'ont pas cette ouverture d'esprit, c'est compliqué. Donc c'est-à-dire que seul, c'est difficile de changer à l'intérieur d'une organisation si tu n'as pas l'appui du hiring manager et des CEO. Donc il y a une nécessité d'avoir une compréhension et une prise de conscience globale dans la société pour que les choses puissent un peu avancer. Mais je pense que ça fait partie du travail du recruteur que de former justement les hiring managers et les CEO à ce genre de choses. Donc il y a une nécessité d'avoir une volonté déjà personnelle de vouloir changer un peu les choses, une nécessité d'avoir cette envie aussi de prendre un risque et de sortir de sa zone de confort. Et surtout, en fait, il y a aussi la problématique de moyens financiers. C'est parfois difficile d'avoir du budget en recrutement parce que parfois tu es un peu la dernière roue du carrosse quand le budget il est alloué, parce que c'est pas considéré suffisamment encore comme ultra important pour le business. Donc il y a ces différentes choses-là qui je crois, sont prégnantes et font que les recruteurs n'ont pas forcément ce réflexe, tout simplement. Donc l'avenir du changement est entre les mains des recruteurs, de ce que je comprends. Je pense. Ok. Et ben écoute, c'est hyper intéressant tout ça, Élise, je te remercie beaucoup. Pour finir, si tu devais donner 3 conseils à un jeune diplômé, voire même à quelqu'un qui voudrait se reconvertir dans le recrutement, parce que de plus en plus, il y a des gens qui se reconvertissent dans le recrutement, on en parlait juste avant le début du podcast aussi dans l'immobilier, tu vois, c'est pareil. Si tu devais donner 3 conseils à un jeune dip ou à quelqu'un qui se reconvertit dans le recrutement, qu'est-ce que ce serait? Alors, si je vais donner 3 conseils. Premier conseil, c'est qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils sont de nature curieux? Parce que pour moi, un recruteur, s'il n'est pas curieux de nature, s'il n'a pas cette envie de savoir un peu tout sur tout, ça va être compliqué parce qu'on va lui demander, à moins d'être ultra spécialiste et d'être intéressé que par une typologie de poste, il y a une nécessité aujourd'hui quand même de toucher à tout. Donc il faut être capable, je ne sais pas, pour recruter un VP en biomimétisme, il faut être capable d'aller se renseigner, donc d'avoir cette capacité aussi on va dire, de manger du contenu très régulièrement. Et pas toujours en fait entre 4 murs de 9h à 18h. Clairement, c'est quelque chose de continu et c'est une formation continue pour le coup. Donc avoir cette capacité, cette appétence, cette soif de connaissance, donc la curiosité pour moi c'est une des compétences clés pour un recruteur. Donc si on ne l'a pas, c'est compliqué et ça va être un petit peu le parcours du combattant, je pense. La deuxième chose, c'est travailler sa capacité d'écoute. Alors ça paraît un petit peu nul de dire ça, mais en gros, je parle de la vraie écoute, c'est-à-dire la personne qui écoute son interlocuteur et se tait. C'est-à-dire, nous, souvent, on dit « Ah bah oui, évidemment, je t'ai écouté, et d'ailleurs, je t'ai dit ça, d'ailleurs, je t'ai proposé telle solution, d'ailleurs, moi, ça me fait penser à ce que j'ai connu, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. » En fait, ça, c'est pas de la vraie écoute. Clairement, on interrompt la personne, on ramène à soi, on lui propose des solutions, des alternatives. Ça, c'est pas de l'écoute. Et je pense que, d'ailleurs, aujourd'hui, on a un souci avec ça parce que toute notre éducation, elle est tournée sur l'affirmation de soi et pas trop sur l'écoute des autres. Et d'ailleurs, c'est une compétence qui ne s'est pas vraiment, travaillée. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, il y a une nécessité d'avoir cette capacité d'écoute, surtout parce qu'en recrutement, tu écoutes beaucoup l'autre pour comprendre ce qu'il dit, mais aussi ses non-dits. Parce que parfois, il y a besoin c'est un peu comme la maïotique, hein, t'accouches de la vérité, donc c'est à travers tout un jeu de questions-réponses que parfois t'accouches ensemble de la vérité ou des velléités profondes de la personne et qui en fait se dit à la fin de l'entretien, mais en fait j'y avais pas pensé, mais c'est ça en fait, c'est par notre conversation que je me suis rendu compte que j'étais vraiment attirée par ce sujet, par ce secteur, par ce poste. Donc ça c'est important parce que aussi entre ce que la personne dit et ce que toi tu comprends, parfois il y a un gap. Et surtout, moi j'ai vu des très mauvais recruteurs qui, sur un entretien d'1 heure, parlaient une demi-heure. Donc voilà, je pense que dans l'écoute, il y a aussi à travers l'écoute, il y a une notion d'ego. Il ne faut pas avoir beaucoup d'ego aussi, il faut savoir se retirer et juste écouter, acquiescer, reformuler, dire est-ce que c'est bien ça que vous voulez, tout simplement. Je pense que la troisième chose aussi, c'est être tenace. C'est-à-dire que pour moi, je trouve le recrutement, c'est un métier en tout cas qui a un ascenseur émotionnel.
où parfois t'es à deux doigts de closer, t'es juste en train d'exploser, et puis au final la personne te dit ah bah non, en fait j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu une autre offre plus rapide, et alors là tu pleures toutes les larmes de ton corps. Non mais parfois t'as des trucs comme ça. Moi je me rappelle une fois, ça me restera, et d'ailleurs je suis restée amie avec les personnes, et aujourd'hui on se prend des cafés, mais c'est drôle. C'est une super candidate. Ça a complètement matché avec le client. Il voulait même qu'elle arrive avant. Ils ont signé tout, le contrat et tout. Et durant la période, tu sais, de préavis, elle m'appelle super mal en disant en fait, j'ai complètement zappé, mais j'achète un appartement. Et par rapport au prêt de la banque, je peux pas être démissionnaire. Effectivement. Voilà, voilà. Et Compliqué. donc, tout se casse la figure et rebelote, tu repars pour un mois et demi de chasse, quoi. Donc, faut être tenace, faut savoir aussi négocier, avoir une force de conviction, de persuasion, et rien lâcher, quoi. Pugnace. Je pense que la curiosité, l'écoute et la pugnacité, c'est trois choses importantes dans le recrutement, et que tout jeune diplômé peut travailler aussi. Eh bien, écoute, Élise, Parce que c'est un très beau métier. c'est un très très beau métier, effectivement, je te confirme. En tout cas, tout ce que tu nous as dit jusque-là, c'est bien, très bien même, parce que ça va, je pense, donner beaucoup d'armes à de nombreux recruteurs qui aujourd'hui aimeraient passer le cap. Tu vois, on parlait du T-shape recruteur, on parlait un peu aussi de l'avenir des RH. Bon nombre de recruteurs aujourd'hui aimeraient passer le cap et participer activement au changement. Moi, je te remercie beaucoup, Élise, Eh ben, aujourd'hui merci à pour toi, cet Romain. échange qu'on a pu avoir ensemble. Et puis, je pense qu'on aura d'autres échanges par la suite sur d'autres sujets Avec grand tout aussi plaisir. profonds. Mais merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Et je te dis à bientôt. Merci à toi, Romain, et à très bientôt.